En fait, toutes ces violences verbales qui ont accompagné ce chemin-là, je les ai aussi mises dans ma tête. Une phrase qui dit « Quand tu ne t'attardes pas sur tes problèmes existentiels, la vie fera en sorte, avec tous les moyens qu'elle a, de te remettre le nez dedans pour que tu t'asseyes et que tu fasses attention à ce que la vie essaye de te donner comme signe. » On a chacun notre mission de vie, mais le jour où tu prends conscience de ça, où ça tombe, tout d'un coup, tout devient hyper clair. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Anty, une sacrée nénette qui m'a laissé complètement paf dès l'instant où je l'ai rencontrée. Une espèce de force de la nature avec une douceur incroyable, un esprit brillant, une passion pour l'humain et le relationnel, une belle mission de vie qu'elle prendra le temps de nous expliquer, et puis une histoire parsemée d'embûches, demandant de se relever à chaque fois, mais aussi parsemée de messages à comprendre, des messages qu'elle prendra aussi le temps de nous expliquer. L'épreuve de la maladie est venue frapper 3 fois, à commencer par un cancer du rein à 24 ans, cet âge où la vie nous appartient, on démarre une carrière professionnelle, on vit des passions amoureuses. Elle revenait d'un voyage au Yucatan, elle pétait la forme et paf ! En quelques jours, on lui balance cette bombe. Elle a réalisé que sa vie ne tenait qu'à un fil quand elle est descendue au bloc et qu'on lui a dit qu'elle ne se réveillerait peut-être pas. C'est dans ce cadre-là qu'Anty nous explique la différence entre le cure et le care. Le cure, l'urgence de soigner la patiente, l'urgence d'agir pour la sauver, pas le choix. Et la patiente est aussi dans cette phase cure. Il ne faut pas mourir. Et puis, il y a cette notion de care. C'est la relation avec la patiente. C'est l'importance de soigner le tout, la maladie et la relation avec la personne malade. Cette partie care a été malheureusement oubliée pendant longtemps pour Anty. Et si j'ai voulu l'accueillir aujourd'hui sur le podcast, c'est parce qu'elle milite pour cette partie care et parce qu'elle a plein de projets passionnants pour améliorer cette prise en charge globale du patient. 2 ans plus tard, récidive. Elle a bien réalisé tout ce qu'elle venait de vivre pendant 2 ans, mais elle l'a mis de côté pour pouvoir avancer, ainsi que toutes les violences verbales qu'elle a subies. Vous n'allez peut-être pas vous réveiller, ou un employeur qui se sépare d'elle après sa récidive, des mots parfois inaudibles pendant son parcours médical. Elle parle de déni. Une stratégie parfois formidable pour nous permettre d'avancer. Personnellement, c'est une stratégie qui m'a permis de traverser des épreuves difficiles dans ma vie, mais est-ce que cette stratégie est durable ? Anty parle de déni, mais aussi un tempérament à ne pas se mettre trop en avant, à ne pas prendre trop de place. Toutes ces épreuves lui ont appris à prendre sa place, à s'affirmer et à sortir tout ce qu'il y avait au fond d'elle, et plus particulièrement quand le cancer a refrappé 10 ans plus tard. L'utérus était la cible cette fois. Une tumeur a cohabité avec son petit bébé, parce qu'elle a fini par être enceinte après 3 ans d'essais infructueux. Une histoire abracadabrante. Elle avait senti cette tumeur, mais on ne l'a pas écoutée. L'autorité de la blouse blanche, la tyrannie du savoir, tout un débat encore. Encore une violence verbale, une annonce par téléphone manquant totalement d'humain. Et là, Anty a dit « stop ». Ce fut un détonateur, le détonateur. Elle nous expliquera tous les petits signes qu'elle a eus dans sa vie et l'importance de voir tous ces petits signes pour comprendre quelque chose qui était enfoui et qui devait s'exprimer. Il avait des choses à réparer. Il fallait qu'elle plonge la tête la première dans ses émotions, qu'elle se connecte à elle pour réparer ce qui devait l'être. Elle s'est ouverte à un regard plus spirituel sur la vie et tous ses messages. Bon, elle va nous parler de plein de choses encore et je continuerai encore bien l'intro tant je suis excitée par tous les sujets qu'elle va aborder. Anty a étudié à l'Université des patients à la Sorbonne et elle nous expliquera cette nouvelle profession qui s'appelle patient partenaire ou patient expert. Toute son expérience va lui permettre de devenir ce patient expert qui permet de fluidifier toute cette relation entre soignant et malade.
Finalement, c'est vrai. Les patients ont acquis un tas de savoirs, de soft skills, comme disait Magali sur le podcast, pendant leur parcours de soins, pendant toute leur maladie. Comment y a-t-il moyen de capitaliser tout cela pour être au service des patients et être comme un liant entre le monde des soignants et le monde des malades, pour que la relation se passe au mieux? C'est le fameux care dont elle parlait. Le patient expert ne se substitue pas à l'oncopsie ni à l'infirmière de coordination. Il est là pour parler d'égal à égal avec le patient, pour parler la même langue. C'est vraiment fascinant et je vous laisse découvrir cette nouvelle profession en Belgique. Elle est plus développée en France. Et puis, on terminera le podcast par parler des incohérences entre traitements proposés par les médecins et là où est la patiente dans sa vie. La patiente peut exprimer ses craintes, ses envies, ses désirs avec légitimité. Elle peut être entendue. Elle peut être actrice de son parcours de soins. C'est un message important. Et puis il y aura encore un autre message très important, mais ça, je vous laisse la surprise. Bonne écoute. Bonjour Anty. Bonjour Delphine. Écoute, merci 1000 fois d'avoir accepté de venir témoigner sur le podcast Nette Princesse Devenir Guerrière. Alors nous, on s'est rencontrés il y a 1 an dans le cadre d'une table ronde. C'était pour une étude de l'ULB. Oui, pour un projet sur lequel on est toujours avec Magali. Voilà. On croise les doigts d'ailleurs pour décrocher le projet, parce que c'est un super projet de réhumanisation des soins. Donc oui, c'est à cette occasion-là qu'on s'est rencontrés, en effet. Voilà, et puis j'ai été très marquée par ta pêche, par ton histoire qui a commencé quand même très très tôt. Hein. Oui. Donc on va un petit peu retracer. Par cette nouvelle profession de patient partenaire ou patient expert que tu nous expliqueras. Et voilà, alors on commence de manière toujours un petit peu contextuelle. Tu te présentes, ton âge, l'événement qui a chamboulé ta vie il y a déjà un petit temps et qui est venu donner encore des petites secousses après. Et voilà. Alors, il y a en arrière-fond, ça je peux rien faire, un crapaud qui coasse ou croasse. Donc j'espère qu'il va pas faire trop de bruit. Et c'est la saison des amours. Et il me semblait justement que tu voulais parler d'amour aussi. Ouais. Donc, ça tombe voilà. bien. Ça tombe bien. À toi. Alors, écoute, d'abord, je te remercie pour ton invitation. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. Donc moi, c'est Anty, j'ai 40 ans. Je suis maman d'un petit Oscar qui vient tout juste d'avoir 5 ans. Et moi, mon histoire, elle a commencé effectivement il y a longtemps. J'avais 24 ans. Je revenais d'un Erasmus à Madrid. Je terminais mes études de journalisme et de communication. Je rentrais, je m'étais offert 2 semaines dans le Yucatan. Donc je suis rentrée, j'étais bronzée au summum de ma forme. Je me disais que le monde était à moi. Et je suis rentrée avec des gourmes partout dans le dos. Et donc, je suis allée, on m'a proposé d'aller à l'Institut tropical parce qu'on s'est dit, tu reviens du Yucatan, t'as chopé une maladie tropicale, on va analyser tout ça. Puis finalement, je me suis retrouvée à Saint-Pierre pour une maladie infectieuse, la dengue. Et à ce moment-là, il y a eu un truc très particulier. Et c'est vrai qu'après coup, j'ai pas vraiment tilté, mais plus tard, quand j'ai développé comme ça cette spiritualité un peu plus exacerbée, je me suis rendu compte qu'il y a comme ça des signes à côté desquels tu peux pas passer, parce que quand j'étais hospitalisée, je suis restée 2 jours dans le service à Saint-Pierre et une de mes meilleures amies est venue m'apporter un paquet de frites parce que j'avais absolument envie de manger des frites. Oui. Parce que les plateaux repas, je vais pas te l'apprendre, c'est pas ce qu'il y a de meilleur à l'hôpital. Et alors, elle est arrivée avec un roman d'Éric Emmanuel Schmitt qui s'appelle Oscar et la Dame Rose. Je crois qu'on est nombreux à le connaître. Mais moi, je ne le connaissais pas. Et puis, à 24 ans, c'est pas des thématiques qui, finalement, t'interpellent. Non. Donc, je trouve ça chouette. Je me dis, je vais le lire, j'ai que ça à faire. Je lis ce livre. Et pour ceux qui ne connaissent pas le livre, c'est un livre qui parle d'une dame habillée en rose qui s'occupe d'un enfant qui a un cancer et qui accompagne les patients et cet enfant dans tout cet imaginaire autour du cancer. Et c'est juste formidable. Moi, ça m'a fait pleurer, mais ça m'a fait pleurer pour tout ce pour cet enfant, pour tout ce que tout cet imaginaire qu'elle a développé, mais pas pour le cancer en soi. Et il se fait que 2 jours après, on m'apprend que j'ai une tumeur sur le rein. Et là, je me dis, OK, tumeur, c'est-à-dire tumeur. Donc pour moi, c'était un kyste. Je me dis, OK, un kyste. Et là,
Oui, à 24 ans. Oui, 24 ans. Mais je ne sais oui. même pas si à ce moment-là, j'avais déjà parlé du cancer. Tu parles pas de ça. Mais non. Tu te demandes ce que tu vas mettre le soir pour aller voir ton nouvel amoureux du moment, comment tu vas te présenter à ton nouveau job, comment tu vas te décrire dans ta lettre de motivation. C'est ça tes préoccupations à ce moment-là. Tu n'as même pas encore fondé ta famille. Donc, cancer, moi, c'était vraiment loin de moi. Donc, quand on me dit tumeur, je pense même pas au cancer. Et puis, tout s'enchaîne. En fait, là, on me transfère à Erasme en me disant non, on peut pas vous soigner ici. Et quand j'arrive dans le bureau de ce chirurgien, le chirurgien me dit, je pense sans savoir ce qu'on m'avait déjà raconté avant, me regarde et me dit, voilà, on va devoir, j'étais avec mon papa, on va devoir vous enlever votre rein. Et là, moi, je me suis arrêtée là et je l'ai regardé, j'ai fondu en larmes et j'ai dit, comment ça, le rein, mais le rein, mais comment je vais survivre avec un rein? C'est pas possible. Donc, je m'effondre, je vais plus pouvoir faire de sport. Et là, il me coupe net dans tout ce flot comme ça d'émotions et il me dit, écoutez mademoiselle, les larmes, vous allez les ravaler parce que, enfin il n'a pas utilisé ravaler, mais il m'a demandé d'arrêter de pleurer parce qu'il allait falloir que je me concentre, que je donne toute mon énergie parce on parlait là de survie, parce que j'avais un cancer du rein. Et donc, tout d'un coup... Avec ton père à côté de toi? Je me souviens, je l'ai regardé, je me suis arrêtée et je me suis dit, là on parle plus la même langue, je ne comprends pas. Je ne comprenais plus. Et je me souviens, il était tard, j'avais été reçue en urgence. Là, il me balance du coup tout le protocole. Vous allez rentrer dans 2 jours. Il faut qu'on agisse vite parce que là, ça faisait déjà 12 centimètres en fait. Ça appuie sur l'artère, je sais plus quoi. Il faut qu'on agisse dans l'urgence. Et donc, t'as plus le temps en fait de pleurer. Là, tu te ressaisis parce qu'on te demande de te ressaisir, que tu comprends que c'est pas le moment de craquer. Et donc voilà, mon histoire avec le cancer a commencé comme ça, de façon assez violente. J'ai pas du tout intégré ce qui se passait. Au moment où je me suis fait opérer, je me souviens, je suis descendue dans cette salle d'opération. J'avais froid, on m'a pas expliqué ce qui allait se passer. On m'a juste dit, peut-être que vous ne vous réveillerez pas. C'est important de le savoir. Et donc je suis partie dans cette salle d'opération en me disant, mais je ne sais même pas. Donc je ne sais même pas si je vais me réveiller. Et donc, j'ai trouvé tu dirais que tout a été tellement inhumain, ou alors est-ce parce que tu étais pas à milieu de... Non, vous étiez dans 2 mondes différents. Mais je pense qu'à ce moment-là, on est exactement dans cette notion pour laquelle je milite assez fort, c'est cette différence entre le cure et le care, c'est-à-dire que eux, ils sont dans l'urgence et ils avaient raison. En soi, tu vas voir un médecin pour qu'il vienne te sauver et qu'il fasse quelque chose parce que tu vas pas bien et qu'on te dit que peut-être que tu ne te réveilleras pas. Donc oui, tu as envie d'être sauvé. Donc t'es focalisé toi aussi en fait en tant que patient dans le cure. Mais il y a aussi toute cette notion de care qu'on oublie souvent, mais parce qu'on est dans cette urgence à ce moment-là. Le seul truc, c'est qu'après, moi, on l'a oublié très longtemps. Et que du coup, je m'en suis pas préoccupée et que maintenant, voilà, c'est quelque chose qui me tient très fort à cœur, c'est tout le relationnel, tout le fait d'établir une relation avec ton patient avant de toujours se focaliser sur le résultat. Alors, évidemment, je peux pas tirer à boulet de canon comme ça sur ce qui s'est passé dans la mesure où il m'a sauvé la vie et il l'a fait 3 fois et c'est quelqu'un dont je ne pourrai jamais me défaire et que je suis en totale admiration pour ce qu'il a fait. Il a aussi, lui, eu un chemin particulier, il a changé, je trouve qu'il s'est adouci, il a vraiment pris conscience de toute l'importance du relationnel, mais à ce moment-là, il était le jeune médecin et son but, c'était de me sauver et il l'a fait. Voilà. Mais, donc, c'est pas que c'était inhumain, c'est que t'as pas le temps de penser à ça. Parce qu'en fait, t'as quelqu'un qui est devant toi, qui va, en fait, peut-être mourir dans la nuit parce que la boule appuie sur une artère. T'as pas le temps de commencer à penser au fait que c'est un petit peu dur pour son petit cœur de 24 ans. Non, oui. Ça va, on avance et on s'occupera de ça après. Sauf qu'après, on ne s'en occupe jamais, en fait. Et quand est-ce que, justement, tu as eu cette dimension peut-être un peu humaine? Est-ce que tu peux raconter peut-être juste les suites du parcours? Oui. Comme ça, au moins, on a le contexte. Et puis, justement, quand est-ce que cette dimension humaine est arrivée? Et puis, j'imagine que tout ce que tu fais maintenant, c'est par rapport, c'est lié à tout ça, évidemment. Complètement. Oui. Et donc, en fait, là, j'avais 24 ans, je l'ai vécu comme ça, un peu comme une grippe et un peu dans le déni. Donc, ok, t'as fait ton cancer. 6 mois après, je m'étais remise sur pied. Il faut quand même savoir qu'on t'enlève un rein. Pendant 1 mois, je suis restée sans manger. T'as une sonde. Enfin, c'est très difficile physiquement. Donc, il fallait quand même le temps de se remettre physiquement. T'avais déjà fini tes études à ce moment-là? J'avais fini mes études. Moi, je m'étais projetée faire des attachés de presse dans
m'avait proposé un super stage, c'est LVMH. Enfin, moi, je voyais des strass et des paillettes. À ce moment-là, c'est tout ce qui compte, en fait. Et donc, je me suis focalisée là-dessus. Je me suis dit, OK, tu fais vite ton truc, tu te guéris, tu te remets sur pied, et puis, hop, basta, tu mets ça dans un coin de ta tête et tu continues. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que j'ai interdit à mes amis de l'époque, qui sont toujours les mêmes d'ailleurs maintenant, je leur ai interdit de venir me voir les 2 premiers mois parce que j'avais perdu tellement de kilos que je ne pouvais pas me mettre debout. Et je m'étais dit, si elles me voient comme ça, elles vont garder cette image-là de moi. Et si moi, je veux avancer, je ne veux pas rester dans la tête des gens la fille de 24 ans qui a eu un cancer. Et donc, j'ai refusé qu'elles me voient. Et donc, elles m'ont vue au moment où je me suis retrouvée, moi, et encore, après 2 mois, tu te retrouves pas vraiment toi physiquement, c'est tout un chemin, mais voilà. Et donc, j'ai vécu ça comme ça. Puis, le cancer m'a rattrapée 2 ans après parce que j'ai fait une récidive. Et alors là, j'ai vécu une autre dimension du cancer, c'est que j'étais à ce moment-là rédactrice pour un magazine pour expatriés. Et mon employeur m'a envoyé une lettre pendant ma convalescence qui disait je pense qu'Anty ne reviendra pas en pleine capacité de ses moyens, donc je me sens obligée de me séparer d'elle. Alors, tu vois, à ce moment-là, bon, j'aurais pu porter... Enfin, c'est pas des choses que tu fais en soi, ni humainement, ni professionnellement. Et moi, je me suis dit, bon, tu sais quoi, très bien, si t'es pas capable de comprendre ce genre de choses, en fait, j'ai plus rien à faire là. Et j'ai quitté mon job. Je me suis de nouveau remise en selle assez rapidement. Et puis, mon cancer m'a laissé tranquille pendant 10 ans. En fait, dans cette première partie de vie avec mon cancer, j'ai fort été dans le déni. C'est-à-dire que j'ai vécu ça au moment T où ça m'est arrivé, puis je l'ai mis dans un coin de ma tête et j'ai avancé. Et toutes ces violences verbales qui ont accompagné ce chemin-là, je les ai aussi mises dans ma tête. Je me suis pas arrêtée là. C'était ta stratégie, probablement. Tu as besoin de cette stratégie. En fait, maintenant, je peux dire que oui. À l'époque, je m'en rendais pas compte. Mais après, ça fait écho aussi à une histoire familiale. C'est-à-dire que j'apprends maintenant à prendre ma place. Mais je suis d'un naturel comme ça, plutôt discrète. Je vais pas me mettre en avant. J'ai toujours eu du mal à trouver justement cette place. Et donc, du coup, je pense que... j'ai rien osé dire, j'ai senti cette violence, mais on ne m'a pas offert d'espace pour légitimer cette violence. Et donc, du coup, c'est pas sorti. Et donc, je n'ai trouvé cet espace ni autour de moi, au niveau privé, ni autour de moi au niveau professionnel. Et donc, je me suis dit, finalement, peut-être que c'est pas si important que ça, avance. Oui. Tu vois? Oui, tu n'as pas trouvé l'espace et ça a pu s'exprimer plus tard. Voilà, alors, exactement. Ouais. Ouais. Parfois, on a des stratégies qui nous servent finalement. Mais tout sert en fait. Ça m'a aidé à me protéger à ce moment-là et ça m'a aidé à avancer. Après, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et il faut y réfléchir et il faut faire sortir tout ça. Et ça, je l'ai compris à mes dépens. En fait, plus tard, quand mon cancer est revenu 10 ans après. Là, et encore, c'est là que les signes de la vie sont tellement parfois flagrants, mais qu'on ne les voit pas. Je lis dans un magazine une phrase qui dit « Quand tu ne t'attardes pas sur tes problèmes existentiels, la vie fera en sorte, avec tous les moyens qu'elle a, de te remettre le nez dedans pour que tu t'asseyes et que tu fasses attention à ce que la vie essaye de te donner comme signe. » Et donc moi, je savais que j'avais des trucs à régler comme ça par rapport à moi-même, mais je l'ai jamais fait, que ce soit par rapport à mon cancer avant, la violence, toute cette violence autour de tout ça, mon passé familial, des trucs que j'avais pas réglés. J'étais très ok, avance, tu vois, je suis vraiment, oui, c'est vrai que je suis toujours comme ça. Moi, je tombe, je rebondis, je tombe, je rebondis, je tombe, je rebondis. Et puis la 3e fois, là, je me suis dit, ok, c'est la 3e fois. Maintenant, ma cocotte, c'est fini. Va falloir que tu prennes le temps de réfléchir un peu à ce qui t'arrive et pas qu'au niveau physique, en fait. Il va falloir que tu te plonges dans tes émotions, et il va falloir que tu te plonges dans ta tête, et il va falloir que tu te plonges dans ton histoire familiale. Et est-ce que tu dirais que tu n'avais pas du tout accès à tes émotions quand même, avant ? Non. Je me suis rendu compte à ce moment-là, donc j'avais 36 ans quand j'ai récidivé, que j'étais coupée de mes émotions. Était où? Donc c'était d'abord le rein. Donc d'abord le rein, puis ça a été sur l'intestin grêle, puis la 3e fois, ça c'était le plus violent au niveau symbolique, c'est que ça s'est mis dans l'utérus. Oui. Et en fait, donc moi, je suis tombée enceinte par fécondation in vitro, parce qu'évidemment, avec tout le passif médical que j'avais déjà des signes d'endométriose, et en plus, j'avais des adhérences qui faisaient que c'était très compliqué que je tombe naturellement enceinte. Après 3 ans d'essai,
Finalement, on s'est dit avec mon ex-mari qu'on allait passer par la FIV. Et après plusieurs essais loupés, finalement, ça fonctionne. Je tombe enceinte. Et à ce moment-là, il faut savoir qu'on était partis vivre au Vietnam. On avait eu envie. Un jour, on s'était mariés et j'avais dit à mon mari, écoute, je sens comme ça que j'ai besoin d'autre chose, j'ai envie de vivre autre chose. Ne nous prenons pas la tête, on démissionne et on se pose pas de questions, on s'en va, on n'a pas encore d'enfant, pas de responsabilité, on part au Vietnam. Ouais. Et puis il m'a regardé en me disant... Ok, bon, il était un peu habitué, mais il s'est dit, ok, elle est un petit peu tarée, qu'est-ce qu'elle raconte? On est en plein parcours professionnel ascendant. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, ton truc? Mais après, moi, quand je suis convaincue d'un truc, je suis tellement enthousiaste que j'arrive à emporter les gens avec moi. Donc, il n'a pas eu le choix. Oui. On est parti et il avait très envie de ça aussi. Donc voilà, c'était super chouette. Tout abandonné, en fait. Et donc, on a démissionné sans savoir ce qu'on allait faire. Et je trouvais cette liberté qu'on s'est donnée juste extraordinaire. On n'avait aucun but, aucune finalité, si ce n'est vivre autre chose à deux. Et donc, on est parti au Vietnam et on est rentré pour faire une FIV pendant l'été. Et la FIV, cette FIV-là a prise. Et donc, du coup, comme ça peut pas toujours être aussi simple, j'ai fait un décollement du placenta. Et on me dit, vous avez, je sais même plus comment ça s'appelle, donc un placenta prévia, oui. un cordon qui passait pas au bon endroit. Bref, vous devez rester alité. En tout cas, les 3 premiers mois. Mon mari repart au Vietnam et donc je vis les débuts de grossesse toute seule. Il se fait que finalement, j'ai dû rester alité quasi toute enfin pas alité, mais en tout cas au calme toute ma grossesse, c'est interdiction de reprendre ce vol pendant 12 heures jusqu'au Vietnam. Donc lui doit terminer sa mission, donc je dois vivre cette grossesse seule. Et tout d'un coup, je me dis, c'est quand même curieux parce que quand mes copines étaient enceintes, elles étaient hyper épanouies, tu gardes la forme, tu marches. Et moi, je ne savais même plus marcher. Donc, je vais voir, t'as ces grosses échographies que t'as comme ça, tu sais, 5 mois, oui, enfin, je sais plus quand, là. Et à l'échographie de 5 mois, elle me dit, je lui dis, écoutez, je trouve qu'il y a un truc qui est hyper curieux. Mon fils se met toujours à droite. Je le sentais toujours à droite. Et je dis, il est toujours à droite. Et à gauche, j'ai mal, j'ai une douleur. Et donc, elle regarde. Et alors, il faut savoir que c'est une échographe. Donc, c'est là, toute l'autorité médicale qui est hyper importante. Et il faut sensibiliser les gens à ça. C'est que, en fait, c'est quelqu'un qui est hyper, hyper connu dans son domaine. Elle est assise sur sa réputation. Et donc, quand tu vas chez elle, tu y vas parce que tu sais qu'elle fait bien son boulot et t'es en pleine confiance en fait. Donc, t'arrives, tu vas pas remettre en question ce qu'elle te dit parce que c'est le but, en fait. C'est que t'arrives et toi, c'est chacun son job et son domaine de compétences. T'as une plainte, tu lui dis, après, elle t'explique ce qu'elle voit et puis that's it. Grande experte. Voilà. Et donc, elle voit effectivement quelque chose. Elle objective ma douleur, donc ça me fait du bien. Elle me dit, oui, je vois une sorte de fibrome. Bon, la forme est un petit peu bizarre, ça saigne, c'est un petit peu curieux, mais je pense que c'est un fibrome utérin. Alors, il faut savoir que ça peut arriver, ça arrive souvent dans les grossesses, donc elle n'était pas complètement à côté de la plaque, je remets pas ça en doute. Oui. Là où j'ai eu un peu plus de mal, c'est que le débat était clos, fermé. Ok, c'est un fibrome utérin, et moi, j'ai juste osé dire, oui, mais vu mon passif, est-ce que on n'investiguerait pas un peu plus loin parce que je suis particulièrement vraiment fatiguée, je ne sais plus marcher. Ça me semble quand même beaucoup pour un fibrome. Et là, elle m'a regardée et elle m'a dit, écoutez, je comprends qu'avec votre passif, vous soyez devenu hypocondriaque. J'ai encore les poils qui se hérissent, je me dis oui, ok. Mais non, rassurez-vous, c'est rien du tout. Ok, bon, tu repars avec le c'est rien du tout. T'es folle avec ton truc, ton ressenti, on va pas l'écouter parce qu'en fait, et elle me dit, et toutes les femmes enceintes sont fatiguées. Oui, ok, toutes les femmes enceintes sont fatiguées, mais on ne peut pas faire de généralité. Oui, effectivement, il y a des généralités, il y a des pronostics, il y a des statistiques, mais l'être humain est tellement unique qu'on ne peut pas toujours coller des statistiques à tout le monde et qu'il faut aller au bout. Quand tu as quelqu'un en plus en face de toi qui t'exprime vraiment tout ce qu'il ressent, va au bout du truc. Et oui, peut-être que tu as raison, mais peut-être pas. Bref, je suis repartie avec ça et j'ai terminé ma grossesse avec cette sensation. Et je l'ai redit à l'écho du 7e mois, je l'ai redit, j'ai dit, écoutez, il est tout le temps à droite. Il y a un truc qui ne va pas. Je me sens pas bien, il est tout le temps à droite. Mais tu sais, t'es pas la première à dire le nombre de j'ai femmes vraiment dit ça. Oui, le nombre de femmes qui ont des intuitions. Et alors, ce qu'il y a, c'est que sous le filtre de la grossesse, sous le filtre de la jeunesse... Tu mets tout dans ce filtre-là. Donc, tu avais senti.
Et donc, oui, voilà. Et puis, une maman est reliée à son enfant, en fait. Mais bien sûr. Tu vois, t'as un truc tellement particulier. Et je me dis, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il est toujours à droite, pauvre chat? Il y a un truc qui le dérange à gauche. Et en fait, quand... je suis désolée, je m'attarde sur la... Non, mais écoute, c'est intéressant. Donc, c'était une césarienne qui était programmée. Et donc, quand le gynéco m'ouvre... Oscar, ils sortent Oscar, et puis ils le mettent avec son papa, et ils continuent à chipoter. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils ont? On me dit rien, on me referme, je remonte, et là, t'es dans... Enfin, l'euphorie, je pense que bébé. je me suis jamais sentie aussi heureuse de ma vie. Tout était lumineux, mon fils était le plus beau du monde. Enfin, c'était extraordinaire. J'étais dans une bulle, et je pense que tout le monde, enfin, toutes les mamans et tous les papas savent ça. T'es dans une bulle d'euphorie, c'était génial. Et puis, finalement, et j'oublie, en fait, le fait que je suis restée encore 1 heure sur la table d'opération, j'oublie ça. Et je l'ai oublié pendant longtemps, jusqu'à ce que 3 semaines après, mon chirurgien, enfin, le gynéco me rappelle et me dise, alors ça aussi, c'est violent. Il ne me dit pas, venez chez moi. Il me dit, écoutez, vous vous souvenez, pendant l'opération, donc déjà non, je me souviens pas, mais vous vous souvenez, on a enlevé une masse, il se fait que c'est une récidive de votre cancer. Boum. Ok, bonjour, au revoir. J'ai pas vraiment, t'as pas le temps d'intégrer le truc, parce qu'en plus, je me souviens très bien de cette image qui me restera à vie, j'allaitais mon fils. Et donc, je me reconcentre sur cet allaitement, et j'ai dû rappeler pour qu'il m'explique. Et à ce moment-là, ça, c'est des choses où je m'en veux, c'est qu'à ce moment-là, et tu vois, c'est dingue, t'es dans la culpabilité alors que tu devrais pas l'être, je me suis dit, mais pourquoi à ce moment-là, tu lui as pas dit à quel moment vous m'annoncez ça par téléphone? T'es une mère, t'as peut-être un postpartum que tu gères pas, t'as tes hormones en descente, il aurait pu m'arriver n'importe quoi avec une bombe comme ça que tu reçois dans la figure, tu vois? C'est fou. Et donc, encore une fois, là, j'ai vécu cette vie. Et là, cette violence-là, oui, là c'était vraiment... Oui. Là, je l'ai plus acceptée. Là, je me suis dit, t'es devenue maman, c'est pas ça que je veux transmettre à mon fils. C'est pas, on te marche dessus et t'es OK avec ça. Non. On te marche dessus et t'es pas OK avec ça. Et ta voix, elle compte. Et ton ressenti, il compte. Et tes émotions, elles comptent. Donc maintenant, on va t'écouter. Oui, donc en fait, c'est tout ce que tu avais ressenti pendant toute la grossesse. On ne t'a pas cru, on ne t'a pas entendu. Je te lâche ça comme non, mais parce que j'entends, et puis j'entends aussi tout le parcours de Phil qui est hyper compliqué. Moi, je trouve que ce sont des épreuves qui sont énormes. Bon, mais tu en as fait quelque chose de tout ça, évidemment. Oui. Qu'est-ce que ça te fait de retracer tout ça? Ah, bah tu sais, moi qui ai été comme ça coupée longtemps de mes émotions, quand là, t'en reparler, tu prends plus jamais le temps, en fait, de t'asseoir, t'es vite reprise par le fil de la vie. Et quand je passe des moments comme ça, avec des personnes comme toi, ça me permet de me reposer et de me redire, écoute, waouh, t'as fait un sacré parcours. Et je le dis à demi-mot parce que c'est encore très difficile de dire ce genre de choses, mais oui, je suis fière de ce que j'ai, de tout ce que j'ai fait, et je suis fière de ce que j'en ai fait aujourd'hui. Moi aussi. Mais c'est pour ça que c'est très important d'avoir des gens comme toi sur le podcast, parce que c'est extraordinaire. Alors bon, j'imagine que la suite, toute ton implication, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé. Oui, donc, complètement. Est-ce que tu peux... Donc, Oscar va bien aujourd'hui. Il va super bien, plus que bien. Oui, et j'avoue que je le trouve très mignon. J'ai checké sur Facebook, il est à bouffer. Bon, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans cette formation-là? Maintenant, tu as décidé de devenir patiente experte ou patiente partenaire. Tu vas nous expliquer par rapport à tout ce qui s'est passé et quels sont les messages que tu veux faire passer. Alors, en fait... Ça, c'est nouveau. Je pense que les Français connaissent complètement, mieux cette nouvelle profession. Je dis nouvelle, mais en fait, j'en sais rien. Oui, c'est une nouvelle profession. Voilà. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer? Et puis, évidemment, ton expérience personnelle, pas de manière... nous expliquer cette formation et puis pourquoi c'est si important pour toi. Alors, en fait, je suis tombée sur cette idée de patiente experte en lisant... Alors, encore une fois, il faut croire que ma vie est liée au magazine. Je lisais un magazine qu'on m'avait apporté pendant ma convalescence et je vois tout un article sur la formation de mission en accompagnement du parcours en cancérologie des patients à la Sorbonne. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je lis l'article et là, ça résonne en moi un truc de dingue. Je me dis... OK, si j'avais dû mettre des mots sur ce que j'avais envie de faire de tout ce parcours et de toute cette cohabitation avec le cancer, eh bien, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est
transmettre tout ce que j'ai appris pour pouvoir aider des gens à peut-être éviter ces moments de solitude, à peut-être éviter ces moments où on légitime pas ta plainte, à éviter tous ces moments difficiles par lesquels je suis passée. Voilà, si je peux apporter ma pierre à l'édifice pour fluidifier ce parcours de soins qui est pas évident, eh ben c'est tout gagné. En fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Je vais me retrouver dans ce que j'aime le plus, c'est le relationnel. Moi, je ne vis que de ça, des rencontres avec les gens, du partage, du relationnel. Et donc, je me suis vraiment complètement retrouvée dans cette description. J'ai gardé ça un petit peu dans un coin de ma mémoire et puis j'ai discuté avec un ami qui m'a un jour parlé de la mission de vie. Alors moi, il faut savoir que je suis très cartésienne. La spiritualité, c'est quelque chose à laquelle j'ai été confrontée parce que ma famille, la moitié de ma famille est vietnamienne, donc j'ai des origines asiatiques et donc la spiritualité, elle a une place hyper importante là-dedans et j'ai beaucoup échangé avec ma grand-mère à ce sujet-là. Mais voilà, j'y étais pas plus sensibilisée que ça. C'est toujours resté dans un coin de ma tête et je sais pas, je me trouvais pas. J'ai toujours trouvé ça un peu. Comment je pourrais décrire ça, comme si c'était futile et que ça n'avait pas sa place en fait quand t'es éduqué à l'occidental comme je l'étais. Donc j'ai laissé ça de côté et en fait lui a commencé à me parler de mission de vie et je me souviens d'avoir regardé en me disant oula. Cette conversation part un petit peu dans des chemins à la travers que j'avais pas du tout prévus. C'est bizarre, son truc, qu'est-ce que c'est, être aligné? J'étais, mais ça veut dire quoi, être aligné? Et puis, il me dit, oui, c'est cette notion d'être ancré. Une fois que t'es aligné, que t'es sur ton chemin, tu verras les choses se mettre naturellement en place. J'étais, ouais, ça, c'est toujours facile quand ça t'arrive, c'est toujours plus facile aux autres. Moi, j'ai pas de chemin de vie, qu'est-ce que tu racontes? Et alors, je me souviens de m'être dit, ancré. Ça veut dire quoi, ancré? Bah oui, moi, je me sens, en fait, j'ai mes 2 pieds sur terre, je me sens vraiment, tu vois, consciente, mais c'est pas ça ancré. Et tout d'un coup, comme ça, je me suis intéressée à ça. Et tout d'un coup, j'ai compris que ce que j'avais lu, c'était ma mission de vie. Et on a tous nos missions de vie, tu vois. Parfois, pour l'une, ça va être, ou pour l'un, ça va être père, être mère, ça va être prof. On a chacun notre mission de vie. Mais le jour où tu prends conscience de ça, où ça tombe, tout d'un coup, tout devient hyper clair. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est tout d'un coup, donc je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà. Ça me paraît clair. Alors, c'était très nébuleux parce que quand j'ai lu l'article, ça venait d'être mis en place. C'est tout jeune. En fait, l'université des patients est pas si jeune que ça, mais le parcours en cancérologie l'est par contre. Et c'est inspiré en fait de Montréal et de l'université de Montréal qui a mis en place tout ce programme de partenariat patient. Alors, à la base, c'est quelque chose qui est bénévole et donc c'est comment est-ce que tu capitalises l'expertise qu'un patient peut dégager de son parcours médical. Parce que oui, quand t'es confronté à la maladie, qui plus est quand c'est une maladie mortelle et qu'on touche comme ça à ta finitude, tu vas développer plein de capacités, plein. La gestion du stress, comment gérer tes propres émotions, comment prendre des décisions, comment prioriser les choses. Enfin, il y a plein de choses. Le relationnel que tu mets en place, le fait de t'écouter, ça te permet aussi d'être beaucoup plus efficace. Enfin, il y a plein de choses comme ça que tu mets en place, mais on capitalise pas tout ça. En plus, quand tu as vécu un parcours, tu vois là où tu aurais peut-être mieux fait les choses, qu'on peut améliorer. Et donc, ils se sont dit, pourquoi est-ce que maintenant qu'on on est tellement loin dans le savoir-faire au niveau des technologies, est-ce qu'on boosterait pas le savoir-être ? Et donc, c'est tout ça, en fait. Oui. C'est toute cette idée. Il y a Alexandre Berkes, qui est responsable du pôle européen de toute cette mission de partenariat patient, qui en fait, dit très justement, pour parler de ça, que c'est une encapacitation collective, en fait. Donc, c'est vraiment se dire que le domaine de la santé, c'est un domaine de démocratie, où chaque citoyen a sa place et a sa voix, et où donc on a chacun notre petite pierre à apporter à l'édifice, et de façon différente. Et le patient expert, c'est une des facettes du partenariat patient. C'est en fait un patient qui se dit « je veux être partenaire des soins de santé, oui, mais je vais essayer de me donner les moyens de faire ça autrement, je vais me professionnaliser, je vais suivre une formation. » Voilà, c'est ça que j'aimerais bien que tu expliques, en fait. Donc c'est une profession à part entière, ou juste pour que tout le monde comprenne, où se situe en fait le patient expert ou patient partenaire. Patient expert, c'est parce qu'il s'est professionnalisé dans l'équipe pluridisciplinaire, par exemple, par rapport aux infirmières de coordination, par rapport aux oncologues, par rapport à où est-ce qu'il se situe. Alors, parce que je me souviens, je suis désolée, je te coupe encore une fois, mais je trouvais que l'image était géniale. Tu avais parlé du métier d'avocat,
et puis de la médiation qui est arrivée. Et je trouvais, ça c'est une image que j'ai retenue et je trouve qui permet de vraiment bien comprendre cette profession. Alors en fait, je t'avais parlé de ça parce que je disais aussi que quand les médiateurs sont arrivés il y a 15 ans, on se disait, un médiateur, mais pourquoi ? On a les avocats pour ça, ils ont été formés pour ça, le médiateur n'a pas la même formation. Oui, ok, ils n'ont pas la même formation, mais justement, c'est là que c'est génial. On n'a pas la même formation. Alors, en tant que patient expert, t'arrives, t'as pas une formation de soignant et il faut avoir cette notion en tête. Je ne suis pas un médecin. Je n'ai aucun pouvoir prescriptif. Alors, quand je dis on, je parle pas de moi, je parle du patient expert en général. Il n'a pas de pouvoir prescriptif. Il offre en fait une solution qui est une sorte de lien, si tu veux, une sorte de lien entre le monde des soignants et le monde des patients, sans oublier les aidants proches aussi, parce que souvent on les met un peu de côté. Il faut savoir que j'ai écouté là il y a pas longtemps un colloque sur les aidants proches et qu'ils font souvent, si pas autant, plus de dépression que le proche lui-même. Oui, mais j'ai invité sur le podcast Anoucha. Voilà. Et je pense que ce sera posté avant le tien. Oui, elle est tombée en dépression. Voilà. Et son mari pas. Voilà. Son mari qui avait le cancer, pas. Donc voilà. Pas. Donc en fait, c'est vraiment ce patient expert est une personne en plus dans toute cette équipe, une nouvelle discipline, si tu veux, et qui concrètement, on prend un exemple. Voilà, on a une patiente qui l'infirmière de coordination n'a pas le temps, l'oncologue n'a pas le temps. Alors c'est le patient expert qui va arriver, peut-être pour écouter des plaintes ou tout en fait. Alors en fait, c'est très difficile parce qu'ici c'est tout neuf. Il n'y a pas encore de patient expert qui est intégré dans une équipe médicale. Là, on y travaille avec l'Institut Bordet à intégrer justement comment est-ce qu'on peut harmoniser tout ça au mieux parce que ça doit servir et le patient et le soignant. C'est vraiment une relation qui se voit dans les deux sens, qui est bilatérale, dans un esprit de collaboration. Puis il y a tout un travail de sensibilisation aussi à faire parce que le terme expert, ça peut faire peur. Tu sais, tu arrives. Tu es expert de quoi, Finalement, je le répète souvent et je trouve ça important aussi que tout le monde entende, ça ne reflète pas l'humilité de la tâche. Le patient expert, il arrive, il s'est formé, il arrive juste avec l'envie de retravailler le relationnel au sein d'une facilité aussi. De facilité, mais d'accompagner. Si tu veux, c'est vraiment. J'avais expliqué ça en prenant l'exemple un jour de cette mayonnaise, c'est qu'il te manque parfois un liant pour que la mayonnaise prenne. Eh bien, c'est ça. En fait, on a tout pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne déjà bien. Et en fait, il s'agit pas toujours de tout remettre en question. Mais c'est juste dans l'idée d'apporter quelque chose qui va un peu améliorer, rendre la mécanique un peu plus fluide. Et c'est plus dans le relationnel. Donc c'est souvent ça qui manque en fait finalement parce que les infirmières de coordination n'ont pas toujours le temps. Dans plein d'hôpitaux, il y en a carrément pas. Les psychologues n'ont pas toujours le temps non plus. Donc en fait, c'est vraiment une personne. Et puis c'est autre chose finalement parce que ce qui est important de savoir, c'est que ça ne va pas se substituer ni à l'oncopsie ni à l'infirmière de coordination. Et d'ailleurs, en discutant avec les infirmières de coordination, au début, c'est vrai qu'elles étaient un peu frieuses. Et puis finalement, c'est celles qui défendent le plus le concept du patient expert parce que tout le monde trouve sa place quand tu comprends qu'en fait, le patient expert, il vient juste là pour donner un espace d'égal à égal, pour parler la même langue. C'est juste ça. C'est comme, ça me fait souvent penser à il y a un groupe comme ça sur Facebook qui s'appelle Maman, Future Maman. C'est le même principe, c'est que qui de mieux que quelqu'un qui est maman pour te donner des conseils sur ton rôle de maman. Oui, c'est comme dans tous les groupes de soutien du cancer aussi, c'est vraiment la même chose. C'est la même chose. Et en fait, la différence entre, par exemple aussi avec une association de patients, c'est qu'ici, tu viens pour travailler in situ sur un terrain médical, pour travailler aussi en collaboration avec les soignants. Donc, c'est plus juste apporter cette aide aux patients, c'est aussi essayer d'imaginer comment est-ce que tu peux soulager des soignants qui ont cette envie de retrouver justement ce relationnel. Ces infirmières de coordination, elles sont là pour garder ce relationnel. Donc, il n'est pas question de leur voler ça, mais d'offrir par exemple un espace où où le patient peut se plaindre, parce qu'avec une infirmière de coordination, il n'a pas le temps, les infirmières de coordination, elles sont submergées. Et donc il faut voir le patient expert comme une nouvelle ressource en fait. C'est vraiment une nouvelle ressource d'égal à égal qui offre un autre espace de soutien, d'un autre style. Et c'est pas non plus un espace de soutien. C'est vrai que c'est un peu psychologique, mais c'est pas le rôle non plus du patient expert de donner ce soutien. C'est l'écoute. Non, voilà. Et rapporter aux médecins et à l'équipe, en fait. Peut-être des choses qui n'auraient pas été dites. Exactement. Parce que c'est vrai que finalement, pendant les rendez-vous avec l'oncologue,
il n'y a pas toujours une place pour tout ce qui est émotionnel, ressenti. Et donc, ce serait effectivement extraordinaire d'avoir... Waouh! C'est une grande nouveauté, en fait. Oui. Donc là, on est dans un travail de sensibilisation. En France, ça a déjà commencé. Il y a déjà des patients experts qui sont engagés. Et donc, tu me demandais concrètement comment ça se passe. Par exemple, à Bordeaux, il y a une patiente experte. Si les auditeurs veulent en fait lire un peu comment se passe la journée d'une patiente experte, il y a une des patientes qui a fait ça, en fait, qui a fait le même parcours que moi à la Sorbonne, qui s'appelle Sabine Dutheil, qui a été interviewée comme ça, où tu peux lire 24 heures dans sa journée. Et en fait, elle explique vraiment bien concrètement comment ça se passe quand tu es intégré dans un institut médical. Et donc, en fait, elle est dans un bureau avec une infirmière. Et son rôle, c'est d'accompagner les patientes qui en ont envie. Ça, c'est important aussi, parce que tout le monde n'a pas besoin de ça. Il y a des gens qui se retrouvent mieux dans un schéma paternaliste où on te donne un canevas à suivre et t'es OK avec ça. On n'a pas besoin de te laisser la place pour toi, tes questions. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Après... Maintenant, on arrive dans une époque où le patient, il est plus le même qu'il y a 15 ans. Le patient qui arrive maintenant devant toi, c'est un patient 2.0. Il est hyper connecté, il a déjà été chercher plein de trucs, il a plein d'infos dans sa tête. Il arrive, il est déjà un peu plus au courant de ce qui va lui arriver. Et donc, c'est plus difficile, je pense, pour le monde soignant d'être confronté à ça parce que il sait plein de choses. Et il faut pouvoir répondre aussi à cette nouvelle... ce nouveau patient, en fait. Et donc, ça participe à ça aussi. Et puis, le cancer est devenu une maladie chronique. Donc, ça veut dire que tu as toute une population comme ça de survivants avec laquelle il faut faire quelque chose. Et c'est génial, en fait. C'est génial de pouvoir dire ça. Mais c'est une réalité. Je lisais encore les chiffres. C'était 350 000 survivants. C'était des chiffres de 2012 de la Fondation contre le cancer. Qu'est-ce que tu fais de tous ces gens qui ont leur vie qui a été chamboulée et qui ont besoin d'être accompagnés dans ce parcours-là. Et la volonté est là intrinsèquement dans l'institut hospitalier d'accompagner tous ces gens, mais on n'a pas les moyens. Et donc, on offre le patient expert comme nouvelle ressource et comme possible accompagnement. Alors, ça ne conviendra pas à tout le monde, mais pour ceux qui le souhaitent, voilà, ça peut être une option à l'hôpital de pouvoir aller déposer ce que tu as envie de déposer. Je mettrai tous les liens. Il faudra que tu me donnes vraiment tous des liens parce que il y a tellement de gens qui veulent rendre. Comme Magali disait dans le podcast, elle a rarement vu des personnes qui n'ont pas envie de rendre et qui ont envie de s'isoler sur une île déserte. Et voilà, on a tellement... Je ne sais pas si rendre est le bon terme, mais en faire quelque chose. Et je pense que cette profession intéressera... Il y a plein de gens qui me disent mais j'aimerais tellement faire quelque chose pour les patients. Donc ce serait vraiment intéressant qu'on mette toutes les informations. Alors toi, dans ce cadre-là, à Bordeaux, qu'est-ce qui va se passer maintenant Alors en fait, donc l'ambition, ce serait d'intégrer donc un patient expert dans cette équipe médicale, dans l'idée de petit à petit former une cohorte de patients partenaires qui viendraient, soit au chevet, parce que tu peux te situer à différents niveaux de l'hôpital. Tu peux être au niveau de la recherche, donc être appelé pour donner ton avis sur des protocoles de recherche. Tu peux être appelé pour donner ton avis sur le parcours du patient dans l'hôpital. Est-ce que c'est bien indiqué? Est-ce que les messages doivent être comme ça? Tu peux donner... Il y a plein de niveaux. Tu peux au chevet du patient. Voilà, il y a plein de niveaux. Mais donc, du coup, et ça existe déjà à Bordeaux. Il faut savoir qu'il y a le programme Pizarro qui permet à des patients partenaires de venir ponctuellement donner des avis sur des questions bien particulières. Mais maintenant, l'idée, c'est vraiment d'aller un petit peu plus loin et d'accepter que quelqu'un vienne en tant que professionnel, qu'un ancien patient qui n'a pas de background médical vienne en tant que professionnel pour pouvoir coordonner tout ce projet. Et donc, c'est un petit peu ça l'ambition de Bordeaux, c'est de me permettre de déployer ça et de voir si ça fonctionne ou pas. On ne sait pas, c'est tout nouveau. Après, c'est clair que là, quand tu vois ce qui se passe au Canada ou ce qui se passe en France, t'es débordé, enfin les gens sont débordés par ces demandes. C'est fatalement ça qui va arriver, puisqu'il y a vraiment, je pense, un besoin, une demande. Mais c'est comme c'est ce qu'une infirmière de coordination me disait, quand elles sont arrivées au début, on les a aussi regardées avec des yeux tout ronds en se disant qu'est-ce que c'est que ce truc. Elles sont vraiment des personnes et elles sont clés. indispensables. Mais c'est à elles qu'on dit, elles sont débordées, en plus débordées. Et elles sont débordées. Donc oui, parce qu'en plus elles doivent gérer aussi tous les agendas et tout ça, ce qui n'est pas le rôle du patient expert, j'imagine. Donc et en fait, il y a aussi tu sais, tous ces appels entrants, parce que il y a une patiente comme ça qui me disait un jour, pendant la nuit, j'ai cauchemardé, je ne savais pas, j'ai pas posé des questions sur les effets secondaires, et alors l'alimentation parce que je suis allergique à ça.
Et le patient expert, à ce moment-là, on peut imaginer qu'il puisse être là et lui dire, OK, et moi, c'est ce que j'ai fait avec elle, on s'assied, on va lister toutes ces questions, et tu prépares tout ça. Comme ça, quand tu arrives devant l'infirmière de coordination ou devant le médecin, tu as déjà toute cette agitation qui est partie, tu vas dans le concret, parce que personne, en fait, c'est la réalité des choses. On faut pas qu'on nie ça. On n'a pas le temps, personne n'a le temps. Et donc, le patient expert, c'est une des possibilités, peut désamorcer ça, par exemple, tu vois, l'aider à préparer le canevas de ses questions pour rentrer dans le vif du sujet, être certain d'avoir posé toutes les questions, être certain aussi d'avoir toutes les informations, tu vois, en possession, pour pouvoir prendre la juste décision aussi, celle qui lui correspond le mieux. Ça aussi, c'est important. Et j'imagine que le patient expert, au bout d'un certain moment, peut aussi répondre à toutes les questions sur les effets secondaires, sur toutes ces choses-là, parce que vous devenez quand même expert aussi. On peut, si on a ces réponses, mais c'est pas des réponses. C'est là la limite. Oui, c'est la limite. C'est la limite que, en tout cas, moi personnellement, je m'impose. C'est que tout ce qui concerne le médical, ça reste dans les mains de quelqu'un qui fait partie du monde des soignants. Oui. Voilà, je trouve que le rôle du patient expert, c'est de rediriger vers la bonne personne, de faire un petit nettoyage, un déblayage de ce qui peut être dit, ce qui peut attendre. Voilà, ça oui. Prioriser les choses, mais par contre, tout ce qui est médical, voilà, ça moi, en tout cas, et je ne peux parler qu'en mon nom, c'est pas un domaine vers lequel je me permettrais d'aller. Alors, plus pour parler de toi, est-ce que tu as vraiment l'impression, en fait, c'est tout ce qui t'a manqué, en fait? Oui, et maintenant, c'est... Oui. Et là, ça prend sens, en fait. Maintenant, tout prend sens, en fait. Donc, c'est ça, tout ce qui m'a manqué me permet de le vivre avec mes tripes, en fait, et d'être persuadée que ça a une nécessité. J'utilise souvent un mot que je trouve fort, mais qui veut tout dire, c'est... Moi, j'ai beaucoup souffert de cette tyrannie du savoir. Oui. Fort. Que ce soit dans ma vie privée, comme dans ma vie, j'ai envie de dire médicale, même si les deux sont liés. Toujours être comme ça impressionné par ceux qui ont cette connaissance et qui, du coup, comme corollaire à ça, ont une autorité naturelle parce qu'ils ont le savoir. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que on peut aussi avoir un savoir qui peut être légitimé et qu'il faut pouvoir l'entendre, en fait, et que c'est important de l'entendre. Je te racontais une anecdote il y a pas longtemps, là, quand on s'appelait, sur le fait que on prend pas souvent conscience comme ça que, déjà, on a une intuition et que la personne qu'on a en face de soi, le patient qu'on a en face de soi, il a un projet de vie. Il est souvent dans un moment clé de sa vie et on lui demande pas quel est son projet de vie. Et lui-même ne le sait pas. Si tu ne le mets pas devant cette réalité-là, il sait même pas, en fait, parce qu'il est focalisé sur sa maladie, machin, et il oublie son projet de vie. Et moi, plusieurs fois, ce projet de vie, il est passé à la trappe pour pouvoir me sauver. Et heureusement, parce que sinon je serais pas là pour en parler, mais on aurait pu faire les choses différemment et arriver au même résultat, je pense. Je pense, par exemple, notamment au jour où on m'a dit on va enlever l'utérus. On pouvait pas faire autrement. Oui. On pouvait pas en soi faire autrement. Mais je n'ai compris qu'après, que ça voulait dire plus d'enfants. Il y a personne n'est venu m'expliquer, c'est plus d'enfants, on m'a pas dit, on va peut-être congeler vos ovules, comme ça, après, vous pourrez encore avoir des enfants avec une mère porteuse. On m'a pas parlé de ça. Tout ça. Et je venais d'être maman. Donc moi, je me suis dit, je veux... Et quelqu'un m'a dit, écoutez, il faut pas toujours trop tirer sur la corde, soyez déjà contente, on va vous sauver pour que vous vous occupiez de votre enfant. Et donc, j'ai mis ça de côté. Et ça n'est qu'après que je me suis dit... Et ça m'est encore revenu il y a pas longtemps en pleine face en regardant le schéma comme ça d'un utérus chez un gynéco où je me suis dit mais tu l'as plus ton utérus en fait, ça y est, c'est fini et t'as pas de plan B parce qu'on n'a pas parlé de ce plan B, parce qu'on s'est focalisé sur sauver ta vie. Et je pense que j'aurais probablement fait les mêmes choix à ce moment-là pour ça. De toute façon, j'avais pas vraiment le choix en soi, mais juste qu'on me propose cette alternative et que je me dise oui, on peut peut-être éventuellement congeler mes ovules et j'aurais peut-être pas refait un enfant. Probablement pas, de toute façon, je pense pas. Mais on te l'a même pas proposé. Mais on me l'a pas proposé. Tu vois, ça, on n'a pas parlé de ça. Donc, ça s'est reproduit plusieurs fois. Ça s'est produit aussi toujours à cette troisième récidive. Quand on m'a annoncé cette récidive, j'ai été voir de nouveau un ponte, un oncologue qui est vraiment, vraiment connu. Donc, j'ai bu ses paroles et lui m'a dit, écoutez, vous en êtes à votre deuxième récidive. Les protocoles disent que là, c'est fini. En fait, on va vous donner une thérapie anti-angiogénique pour stabiliser la tumeur, mais il n'y a pas de traitement curatif.
on ne va pas aller vous opérer. Il y a trop d'adhérence, ce serait complètement cow-boy, en fait, de faire ça. Alors moi, quand tu me parles de solutions comme ça, cow-boy, pas raisonnable, ça fait tilt en moi, je me fais, OK, alors je vais prendre le chemin pas raisonnable, parce que moi, le truc plan-plan que tu me proposes, ça va pas le faire. Et à ce moment-là, c'était nouveau ça, c'était une incohérence entre mon parcours de vie et le parcours de soins qu'on me proposait. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes, à tous nos auditeurs par rapport à ça justement? En fait, c'est là où j'espère que mon rôle de patient expert pourra servir, c'est de juste, tu vois, ce qui m'a convenu moi ne conviendra peut-être pas à tout le monde. Oui. Mais si mon expérience peut faire sens chez écho et que ça peut résonner chez certains et que ça peut cheminer chez certains et qui se disent, OK, je peux en fait me faire confiance, m'écouter. Peut-être que ce que je pense a un droit d'exister, mais sans se fermer complètement, parce que je suis pas en train de dire qu'il faut juste s'écouter soi et pas les médecins. Moi, je n'ai fait qu'écouter les médecins et je suis très heureuse de mon choix. Oui. Mais j'aurais aimé qu'une petite voix me dise, n'oublie pas quand même que tu auras peut-être envie d'être encore maman. N'oublie pas quand même que ta féminité est importante. Tu vois, tout ça. Tout pas que je me dise qu'on légitime en fait, qu'on légitime ça. Et est-ce que tu veux bien raconter la petite histoire là que tu viens de me raconter avec le gynécologue? Parce que mais je trouve ça intéressant. Oui. C'est quand même un exemple. Oui, c'est encore une fois cette histoire d'incohérence entre là où t'en es dans ta vie et ce qu'on te propose comme traitement. Donc je me fais contrôler là tous les 5 mois et dernière résonance magnétique, on trouve ce qu'on pense être un endométriome sur mon ovaire. Donc, je vais voir un spécialiste de l'endométriose qui me dit, bon, on va y aller. Tu vois, j'avais l'impression qu'il me proposait un traitement en napalm. Il me dit, OK, on va vous ménopauser et puis on verra bien si ça disparaît ou pas. Et donc, je regarde et je me dis, c'est-à-dire ménopauser, ça signifie quoi? Non, donc c'est comme... Moi, je n'étais pas prête à entendre ça. Je me suis dit, OK, petit à petit, déjà, qu'on m'enlève tout, j'ai plus d'utérus, on m'a déjà enlevé pas mal de choses. Non, si tu pouvais, c'est quoi, c'est-à-dire ménopauser? Et je demande quelle est la grosse conséquence de ce traitement-là. Et il me dit, eh bien, plus de libido. Et là, à mon avis, j'ai dû faire une drôle de tête parce qu'il m'a regardée en me disant, mais ça a l'air d'être si important pour vous. Et là, donc du coup, je me suis nouveau sentie pas légitime dans ma plainte interne, et je me suis dit oui, et puis là, je me suis dit ben non, en fait, je vais lui dire, et je lui ai dit ben oui, évidemment que ma libido c'est hyper important. Je reste une femme avant tout. Voilà, en plus, bah oui, pour l'anecdote, on s'est séparés avec mon mari. Donc, tu vois, t'es dans une phase de reconstruction de ta vie. On t'annonce que t'as plus de libido. Non, je suis pas vraiment OK avec ton truc. Et c'est important. Alors oui, mais en plus, c'est ce que je lui disais. Je lui dis, là, on n'est pas dans une question de survie. Donc, est-ce qu'on peut pas trouver un truc un peu plus doux? Oui, ouvrir la ménopause, en fait. Et je me suis sentie, alors, OK, j'ai peut-être dit ce que j'avais envie de dire. Et j'étais vraiment là, mais l'image qui m'est venue, c'est, il tire d'un côté sur ma libido. Et moi, j'étais là, non, rends-moi ma libido. Non, je te prends ta libido. Non, rends-moi cette libido. Et donc, je suis partie de là, je me suis dit, cette libido, je la garde pour moi. Personne ne touche à ce truc, je vais trouver une autre solution. Et puis, c'est un peu descendu. C'est quand même, en fait, finalement, presque pas la première fois, je vais dire, mais ouais. c'est tout ce que tu n'as pas fait, en voilà. fait. Et là, je me suis affirmée. Voilà, affirmée. Et ça t'a fait énormément de bien. Et ça m'a fait du bien. Bon, après, la suite, ça valait la peine. Ouais. Donc, tu continues à raconter la suite. Je me suis sentie bien. En fait, j'étais assez fière de moi. Tu vois, je me voyais me mettre une petite gommette. Mais après, je me suis quand même dit, bon, écoute, redescends un peu sur terre. Il faut quand même te dire que s'il te propose ça, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Donc, voilà, je suis un peu redescendue sur terre. Mais je me suis dit, réfléchis un peu à tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais imaginer d'autre? Et donc là, tu vois, ce cheminement, c'est là que ça résonne aussi par rapport au reste. C'est que j'ai la chance d'avoir été élevée dans un milieu où l'esprit critique est important. Oui. Tu fais des études universitaires où on te martèle qu'il faut toujours garder un esprit critique, remettre les choses en cause. Donc, j'ai ce tempérament de remettre les choses en cause. Mais tout le monde ne l'a pas. Non. Et c'est ça que je trouve dur. C'est qu'il n'y a pas une équité d'accompagnement dans le parcours de soins. C'est que moi, j'ai eu cette chance de remettre en question, d'aller chercher des réponses, de pas être OK. Mais tout le monde ne fait pas ça. Et c'est ça aussi un peu le message que j'aimerais transmettre, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent aider à un petit peu débroussailler tout ça. Voilà. Et c'est important de prendre conscience qu'il n'y a pas toujours qu'un chemin tout tracé et que oui, effectivement, ils savent ce qu'ils disent et souvent à juste titre, mais que parfois il y a des méthodes un peu plus douces. Et donc, je me suis dit, OK, va voir ton gynéco que tu vois d'habitude, propose-lui un peu ce que tu as en tête. Et donc, j'ai été le voir et je lui ai dit, écoutez, moi, si je réfléchis, je me dis que si c'est pas un endométriome mais que c'est lié à mon cycle hormonal, peut-être que ça a disparu entre-temps.
et qu'en fait, on va me ménopauser pour rien. Est-ce qu'on peut pas refaire une échographie pour s'assurer que c'est là ou pas, en fait? Et il me dit oui, en fait, donc j'ai adoré, hyper réceptif, hyper à l'écoute, il m'a pas prise pour une folle, il s'est dit oui, en fait, on peut faire ça. On a fait cet écho, et il me dit, écoutez, je vois plus rien. Et donc, du coup, tu vois, voilà. Oui. Donc, du coup, il m'a dit, ce qu'on va faire maintenant, et donc il m'a proposé tout à fait autre chose. Et donc, quand je dis doux, c'est pas forcément on arrête les traitements médicaux, parce que souvent les gens ont peur de ça, et je comprends. C'est la folle qui a décidé d'arrêter ses traitements et d'aller trouver des trucs avec des plantes. Non, il faut voir ça comme un truc à 360 degrés. Tout est bon, en fait. Les méthodes alternatives aussi, puisque moi, je fais de la phytothérapie. Je suis des traitements, je trouve ça important aussi, mais je fais pas que ça. Et donc là, quand je dis doux, c'est un chemin plus doux, mais médical quand même. Tu vois, médical quand même. Et qui permet de mieux accepter les choses. Et de respecter là où j'en suis. Des thérapies complémentaires. Oui. Être ouvert à ça, en fait, à d'autres chemins. Et donc là, finalement, c'est ce que et du coup, finalement, il en est ressorti de là, que je l'ai regardé, je lui ai dit, OK, donc si on refait une écho dans un mois, que finalement, il y a quand même quelque chose, je vais le faire, ce traitement de ménopause. Mais je l'aurais fait volontairement, en ayant repris, tu vois, en redevenant, en fait, c'est ça aussi, en redevenant acteur de ton parcours de soins. Oui. On te rend le pouvoir que tu as sur ta santé et ton parcours de soins. Et ça change tout. Quand tu reprends le contrôle, parce que la maladie, c'est ça que ça te vole, c'est le contrôle sur tout. Mm-hmm. Et quand on te redonne ce contrôle-là, t'as une meilleure adhésion. Je viens encore d'en faire l'expérience, et ça vient de tomber maintenant pendant que je te parle. Je me rends compte qu'en fait, je vais mieux adhérer au traitement parce que j'ai compris, et ça va venir de moi, en fait. Ouais. Et on m'a respecté dans ma plainte, et on m'a respecté dans mon ressenti. Voilà. C'est ça, en fait. C'est juste ça, le patient. Oui, parce qu'on a tellement subi pendant des mois et des mois. On décide pas nos agendas, et c'est vraiment oui, moi j'ai ressenti très très fort aussi de tout de suite prendre les rênes de ma maladie, même si tous ces traitements et ces rendez-vous étaient imposés. Mais alors, comme tu dis, tout le monde n'a pas toujours cet esprit critique. Il y a des gens qui ont peur aussi de la blouse blanche. Oui, c'est cette autorité. Tous les médecins ne sont pas ouverts à cette discussion, donc c'est très 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 précieux, tout ce que tu nous dis. Il y a toujours un peu la question piège, voilà, comment est-ce que tu as envie de terminer le podcast? Est-ce que tu as des choses que tu as envie d'ajouter? Ah oui, c'est vrai que c'est toujours compliqué. C'est comme le moment où tu dois te présenter. Moi, je suis toujours un peu mal à l'aise. Je sais jamais ce qu'il faut dire, alors que finalement tout le monde dit un peu la même chose. Mais là, écoute, je vais parler avec le cœur et je vais te dire que ce que la maladie m'a appris, elle m'a appris plein de choses, en fait. Elle m'a, la plus grande chose que la maladie m'ait donnée, déjà, c'est l'amour de moi. Ça, c'est un truc que j'ai appris, que je comprenais pas du tout, en fait. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça, l'amour de soi? C'est quoi? C'est tu te regardes le matin et tu te dis, waouh, je suis beaucoup trop canon ce matin, je suis vraiment super sympa. En fait, c'est pas ça. Et c'est de ça dont j'ai manqué pendant tout mon parcours. C'est tu as le respect que tu as pour les autres, tu l'as pour toi-même aussi. La douceur que tu as pour les autres et la bienveillance que tu as pour les autres, tu l'as pour toi aussi. Tu t'écoutes. Et tu as le droit aussi, à être douce avec toi-même. Moi, j'ai pas été douce toute une partie de ma vie avec moi-même. J'ai été dure avec moi-même. Je le suis encore. Ça me touche, en fait, de te dire ça, parce que oui, ça me va loin. C'est vraiment ça. J'ai appris à être plus douce avec moi-même. Et ça, c'est la plus belle chose que la maladie m'ait apporté, ça. Et cette liberté, en fait, d'être qui j'ai envie d'être. Ça paraît hyper bateau. Moi, je me souviens quand je disais des trucs comme ça, développement personnel, j'étais là, oh, ces gens avec je suis là où j'ai envie d'être. Et, tu vois, je trouvais ça tellement bateau, débile. Enfin, ça me parlait pas du tout. Je suis honnête, ça me parlait pas du tout. Je trouvais ça vraiment. Et puis, je me retrouve à dire les mêmes mots. Et en fait, le jour où ça t'arrive, tu prends conscience que c'est là que se situe la vie, et que moi tous les jours, je m'émerveille, en fait, de la vie. Alors, il y a des jours qui sont difficiles. Tu vois, c'est pas facile tous les jours, mais ce que la maladie m'a appris, et le fait de tout cet amour de soi que tu te donnes, te permet en fait de prendre de la distance par rapport aux coups durs. Tu les vois d'une autre façon. J'ai compris aussi que, si je devais retenir aussi une chose de tout ça, c'est que on n'a pas beaucoup de pouvoir quand on est malade, et peu importe, on doit même pas en fait passer par la maladie pour entendre ça. C'est qu'il y a peu de choses sur lesquelles on a du pouvoir. Peu de choses. Et ça, en fait, il faut à un moment donné l'intégrer, parce qu'on passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à agir sur des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. La seule chose, enfin en tout cas une des seules choses sur lesquelles on a beaucoup de pouvoir, c'est la façon dont on décide de voir les choses, de voir le monde. Et
cette maladie, tout ce chemin... Bon, après, j'ai été sensibilisée à ça très jeune avec ma grand-mère, mais c'est une des choses que je trouve qu'on devrait apprendre quand on est petit, en fait, à l'école. C'est que ce pouvoir que tu as de mettre ta propre couleur aux choses qui t'arrivent, c'est le plus grand pouvoir que tu as au monde, en fait. Oui. C'est là que se situe le pouvoir. C'est pas, je disais un truc tellement juste sur cette idée, en fait, sur cette notion avec laquelle j'ai grandi et avec laquelle je grandis encore. Ça s'appelle, il y a un mot qui résume ça, c'est le Voorpret. C'est en fait qu'on est tous en fait éduqués avec dans la vie une finalité, un but. Que tu sois malade ou pas. Quand tu es malade, le but c'est de guérir à tout prix. Voilà, il y a des gens qui ne seront jamais guéris à tout prix. D'ailleurs, on en a discuté, on n'est plus jamais vraiment guéri à tout prix quand on a eu le cancer. Quand t'es dans une boîte, le but à tout prix, c'est de devenir partenaire, c'est de devenir boss, c'est de devenir ça. On est focalisé sur un but et sur une finalité. Et on oublie tout le Voorpret. Et le Voorpret, c'est tout le chemin que tu vas faire pour arriver à ce but. Et qui est le plus important, tu vois. Moi, ce matin, tu vas me prendre pour une illuminée, mais ce matin, quand je suis arrivée chez toi, je mangeais comme ça un petit pain. Il faisait beau. J'avais une super musique de fond et j'étais tellement enthousiaste à l'idée de faire ce truc que juste ça m'est monté. Et en fait, c'est apprendre aux enfants à apprécier ces moments-là, tu vois, et pas juste se focaliser sur ce que tu vas faire, mais tout ce chemin qui t'amène à ça. Et alors, il y avait une autre discussion comme ça, beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus drôle et plus légère, je vais terminer là-dessus, mais sur bêtement tout ce et ça n'a rien à voir avec tout ce dont on vient de parler, mais je sais pas pourquoi ça descend, donc j'en parle. Oui. C'est tout ce qu'il y a aussi autour de l'orgasme féminin. C'est un bel exemple. Les mecs, ils veulent absolument arriver à l'orgasme féminin. C'est l'ultime, tu vois, c'est « Ok, je suis un guerrier, j'y suis arrivée. » Mais t'as tout le chemin avant. Et je pense que ça, c'est une image qui va peut-être parler à tout le monde. Eh bien, le Voorpret, c'est ça. C'est tout ce chemin qui est tellement précieux. Et c'est ça. Et la maladie, si j'avais pu avoir une petite voix qui me disait à ce moment-là « Tout le chemin que tu vas faire est précieux. Fais attention, arrête-toi, ressens les choses. Essaye de mettre des mots sur ce que tu ressens. » J'aurais adoré ça, en fait. J'aurais adoré ça. Donc, écoute, je pense qu'on va terminer là-dessus. Et en tout cas, je peux te dire que tu vas le communiquer à beaucoup de monde. Donc, c'est vraiment Voorpret. Voorpret. Ça s'écrit comment ? Alors, c'est pas une notion que j'ai inventée. C'est un terme que j'ai entendu, que j'ai lu il y a pas longtemps. Et ça s'écrit V-O-O-R-P-R-E-T. Le Voorpret. C'est dans quelle langue, en fait ? Je pense que c'est en néerlandais, ou peut-être pas, en fait. Voorpret. Je dis néerlandais parce que ça sonne un peu néerlandais. En fait, c'est peut-être finlandais, on n'en sait rien. Oui. Je ne sais pas. Merci Anty, merci de tout cœur. Merci à toi, surtout, vraiment. Je sais pas si tu as entendu t'étais peut-être tellement concentrée. Moi, oui, le crapaud. On l'entend. Oui, quand tu parlais d'amour, le crapaud. On verra dans le montage si on l'entend. Ça lui a parlé aussi. Mais voilà, ça lui a parlé aussi. En tout cas, mille merci. Merci à toi. Merci à toi pour ce que tu fais et de nous donner une voix. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.